La femme des sables reste le film le plus connu de Teshigahara Hiroshi et certainement l'œuvre maîtresse de la collaboration entre le cinéaste, l'écrivain Abe Kobo et le musicien Takemitsu Toru. Le film se développe autour de deux parcours. Le premier est un parcours physique, où l'homme va tenter par tous les moyens de fuir. Il y parviendra à la moitié du film pour aussitôt être rattrapé et replongé dans la fosse. Car ce parcours physique est un leurre. Le second est un parcours mental. Il est la véritable épreuve du film pour le héros. Il lui faut trouver sa place dans le monde, abandonner une lutte perdue d'avance contre le destin, accepter son sort d'être humain et enfin trouver la liberté. Le film est construit dialectiquement en miroir, autour de ces deux parcours. Au tout début, l'homme part dans le désert afin de s'isoler. Il est épris de liberté, a besoin de se retrouver en tant qu'individu unique. La manière dont Teshigahara structure les plans de cette première avancée dans le désert exprime le trouble de l'homme. Teshigahara utilise des sautes d'axe, des faux raccords. Par conséquent, l'homme semble faire du surplace et non pas avancer dans le désert. La caméra le suit dans un bouger tout documentaire, un cadre tremblant qui souligne le chaos mental dans lequel il se trouve. Il arrive enfin devant la mer, image de la liberté qui reviendra à la toute fin du film. Le film met d'entrée en relief l'inanité des tentatives d'évasion physique de l'homme et ce qui réellement se joue en lui, la nécessité de trouver sa libération. Vers le milieu du film, l'homme parvient à s'évader et fuit dans le désert. En s'échappant, le héros conclut la trame physique du film, dont le but était de s'évader d'un piège, mais en aucune manière la trame mentale, qui est d'acquérir la liberté intérieure. C'est pourquoi un retour dans la fosse est inéluctable, afin que le héros aille au bout de son parcours. La fuite désordonnée de l'homme est mise en scène de manière chaotique. Les sorties de champ ne raccordent pas d'un plan sur l'autre. L'homme fait des va-et-vient constants. Il y a une perte de repères. La fin est en temps réel, alors que l'homme s'embourbe dans des sables mouvants. Cette construction recentre la fuite de l'homme vers son aboutissement, qui est l'enfouissement dans les sables mouvants, marquant l'évitement du cheminement moral. Sa fuite n'est que physique. La liberté réelle n'a pas été atteinte. La fin du film est marquée par une nouvelle marche de l'homme dans le désert. Il gravit maintenant la corde en homme libre. C'est une véritable renaissance. Pour la première fois, la marche de l'homme dans les dunes est calme, sans tempête. Les trois plans qui se suivent tracent une ligne, une trajectoire cohérente. Cette marche est le reflet de sa victoire intérieure. Une simple saute d'axe nous ramène à celle présente au début du film. Les deux séquences se répondent, marquant l'accomplissement de la quête. L'homme contemple la mer, plan que l'on trouvait déjà au début du film. Mais ici, l'accent est mis sur l'homme et non sur l'océan. Il est d'abord vu de face, puis de dos, et enfin en gros plan, de profil. La liberté est en lui et n'est plus un absolu inaccessible. Outre ces jeux de miroir que l'on retrouve tout au long du film, Teshigahara nous fait ressentir les enjeux profonds de son récit par la présence d'éléments symboliques. La mer, les documents administratifs, les insectes, le sable et l'eau sont autant d'images qui résonnent en nous de manière profonde. Alors que l'homme arpente les dunes, la mer apparaît. Cette image de liberté est immédiatement contrecarrée par le plan d'un bateau enfoui dans le sable. Ce bateau annonce son futur emprisonnement. Allongé, observant les insectes dans leurs flacons, il songe à la paperasserie
et à la bureaucratie qu'il a dû affronter pour obtenir ce semblant de liberté. L'homme est oppressé par la vie moderne et s'imagine avoir échappé un temps à cette société aliénante. Le générique nous plonge dans des vues abstraites de documents portant tampons et empreintes digitales. Teshigahara introduit le film en évoquant une paperasserie envahissante où l'homme est réduit à un simple signe, grain de sable dans l'immensité de l'humanité. Dans notre société moderne, l'homme s'efface en tant qu'individu au profit du groupe, de la masse. La dernière image du film sera celle d'un formulaire, le procès-verbal de la disparition du citoyen Nikki Junpei. Ayant accepté son destin, le héros anonyme du film a alors gagné un nom. Il renaît. Les insectes symbolisent l'homme. Vie fragile dans un désert implacable, ils sont l'image de l'impuissance de l'être humain face au destin. Dans un même temps, ces insectes sont une sorte de miracle, un modèle de survie en milieu hostile. L'homme les observe, comme s'il se penchait sur son propre cas, comme s'il s'observait de l'extérieur. Le fourmilion est un insecte dont la larve creuse des entonnoirs là où le substrat est fin. Ce sont de redoutables pièges au fond desquels il se terre en attendant qu'un insecte glisse le long de la paroi pour y être broyé par ses mandibules acérées. Il annonce symboliquement le piège à venir pour l'homme. Et lorsque l'homme place l'insecte dans un bocal, c'est une annonce prémonitoire de son aventure à venir. Privé de liberté, il va, tout comme Grégor Samsa, le héros de la métamorphose de Kafka, se transformer en l'insecte qu'il recherche, insecte prisonnier d'une femme fourmilion. Une succession de plans introduit le motif du sable, de la particule élémentaire aux dunes du désert. Le spectateur ne comprend pas immédiatement ce qu'il voit. Des formes géométriques variées, étonnantes. Ce sont des grains de sable vus au microscope sous leur forme la plus réduite. Puis, l'accumulation de ces formes efface progressivement leur spécificité. Les grains se fondent dans la masse et c'est alors que le spectateur peut identifier le sable. Teshigahara lie d'entrée de jeu l'homme au sable. L'individu est un grain, minuscule et négligeable. C'est l'accumulation de ces grains qui crée une entité logique, la société des hommes. Mais cet état de fait est étouffant pour l'individu. Chaque homme est prisonnier d'un monde immense sur lequel il ne peut influer. Le sable s'infiltre partout. L'homme a beau secouer ses vêtements, frotter ses pieds et ses cheveux, il en est toujours recouvert. Au début du film, il lutte futilement contre son omniprésence. Plus tard, il adoptera des vêtements amples et dormira nu. Ce seront alors les prémices de sa métamorphose, gestes d'adaptation, mouvements d'acceptation de son sort sur Terre. Lorsque l'homme découvre sa situation de prisonnier, une avalanche de sable vient renforcer cette révélation. Ce motif de la secousse sismique revient plusieurs fois dans le film et marque les étapes de la prise de conscience de l'homme. Pendant que la femme parle, l'homme n'arrête pas d'essuyer le sable qui le recouvre. Cette analogie, sable-destin, se retrouve encore dans l'idée du sable qui risque de recouvrir la maison si on ne l'enlève pas. La femme, et par extension le village, a accepté ce destin extrême qui est le sien, ôter le sable chaque nuit. Malgré la rigueur de cet état de fait, elle y trouve une vie normale. Cette condition ne l'empêche pas d'être libre. Elle l'est même bien plus que ne l'est l'homme à ce stade du film. Femme et sable sont deux entités complémentaires, deux images du but que l'homme se doit d'atteindre. Aussi,
l'acceptation de son sort d'être humain passe par l'acceptation de l'amour offert par la femme et par l'abandon de sa lutte inutile contre le sable. Il doit apprendre à coopérer avec l'un et l'autre et y trouver une source de vie. Lors de cette première rencontre, la femme donne à l'homme le secret qu'il ne découvrira que dans la seconde partie du film, la présence d'eau captée par le sable. Teshigahara utilise un lent travelling avant sur la femme, mouvement de caméra très discret qui met l'accent sur l'importance de la révélation donnée et que l'homme ne veut entendre. C'est pourtant une vérité qu'il découvrira bien plus tard lorsqu'il fabriquera son puits. Sa suffisance le fait passer à côté d'une information essentielle. Après un long cheminement intérieur, l'homme commence à accepter son sort. Il découvre alors que le piège à corbeaux, qu'il a fabriqué dans l'espoir d'envoyer un SOS, s'est rempli d'eau. Grâce à la découverte de ce phénomène de capillarité, l'homme oublie sa condition de prisonnier. Il se plonge tout entier dans son étude et, ce faisant, donne un but à son existence. Tandis que l'eau est générée à partir du sable, on apprend que la femme est enceinte. Femme et désert portent désormais la vie. Le héros a compris qu'il lui fallait s'associer à la femme et non lutter contre un ennemi. De même, il coopère avec le sable et ne lutte plus en vain contre son omniprésence. Ainsi, dans un même mouvement, la femme va lui donner un enfant, tandis que le sable lui offre son secret, l'eau. Il a accepté sa vie, son destin. La lutte contre la condition humaine, nous dit Abe Kobo, est une lutte futile qui ne peut amener à la paix intérieure. Il faut accepter la vie et son absurdité. L'auteur rejoint ainsi la philosophie d'Albert Camus, qui écrit en 1938 « Constater l'absurdité de la vie ne peut être une fin, mais seulement un commencement. C'est une vérité dont sont partis presque tous les grands esprits. Ce n'est pas une découverte qui intéresse, mais les conséquences et les règles d'action qu'on en tire. » La femme des sables est une forme de variation sur le mythe de Sisyphe, partageant la même conception de l'absurde. Si la vie n'a pas de sens, la lucidité de l'homme sur sa condition l'autorise cependant à vivre harmonieusement. Les dieux croient punir Sisyphe en l'obligeant à rouler pour l'éternité une pierre en haut d'une montagne. Seulement Sisyphe est heureux, car il accepte son destin absurde, il accepte le monde. Pour Camus, il faut que chaque homme trouve quelque chose à faire, et ce quelque chose suffit à le définir en tant qu'homme. Il est impossible de bouleverser le destin, de changer le monde. Mais en prendre conscience et trouver un but à accomplir avec passion est la clé pour donner un sens à sa vie, pour exister. L'homme vient de kidnapper la femme et menace les villageois, tentative qui se solde par un échec. Il s'accroche à la corde et essaie de monter, mais les villageois la relâchent brutalement et l'homme retombe au fond de la fosse. Ce motif de la chute sera répété tant que l'homme se fourvoiera. Avant même sa rencontre avec la femme des sables, l'homme ressent du désir. Lorsqu'il rêve, allongé dans le bateau, la symbolique sexuelle est évidente. Déjà, l'image de sa femme se superpose aux dunes, tandis que l'homme caresse le sable. Lors de leur première rencontre, la femme lui prépare à manger, lui fait du thé, le protège des chutes de sable, le rafraîchit avec un éventail. Elle lui offre tout ce qu'elle peut. Elle rit avec lui, s'intéresse à ses insectes. Elle lui raconte l'histoire de sa famille. D'entrée, elle se pose comme alliée du héros, bienveillante et à l'écoute. L'homme, lui, est sarcastique, moqueur.
On ne voit pas le visage de la femme. Est-ce sa compagne, son hôte? Elle est pure abstraction, soit un souvenir qui s'effrite, soit déjà une rêverie née de son attirance envers la femme des sables. Dans le rêve, le rapport entre la femme et le sable est clairement établi. L'acceptation existentielle que l'homme doit acquérir passe par l'acceptation de l'amour de la femme. Il y a une osmose entre ces deux figures. Le regard du héros s'attarde sur le corps nu de la femme, alors que son visage est couvert d'un vêtement. L'homme n'éprouve pour l'instant qu'un désir sexuel pour elle. Pour lui, elle n'est qu'un corps, et non une personne. Il faudra que le processus continue pour qu'il accepte finalement son amour. Lorsque l'homme saute sur la femme, il la rate et se met à geindre. La femme s'approche, et l'homme va profiter de son inquiétude pour la kidnapper. Alors que les villageois trompaient jusqu'à présent le héros, ici, la situation s'inverse. La figure du héros devenu agresseur va se répéter encore 2 fois dans le film. Lorsqu'il va saouler la femme et lui faire l'amour afin de l'endormir, et lorsque le village va lui demander de coucher avec la femme devant toute l'assemblée. Ce rôle d'agresseur que prend l'homme est l'image de la mauvaise voie qu'il emprunte. Là n'est pas le secret de sa libération, qui est dans la coopération et non dans la lutte. Brisé, au bout de son obstination, confronté à la vacuité de son attitude, l'homme fuit dans l'alcool. Il est alors désinhibé. Cette cassure va l'amener à faire un premier pas dans l'acceptation de son sort, et par extension, accepter pour la première fois l'amour qui lui est offert. Cette scène d'amour est la première étape de sa délivrance. Une avalanche de sable vient marquer ce climax dramatique. Dans la dernière image, le sable semble être fécondé en même temps que la femme, image qui répond à celle de la fosse de sable comme utérus. Alors que sa tentative d'évasion s'est soldée par un échec, les rapports entre l'homme et la femme se resserrent. La séquence débute sur l'image d'un couple. La femme s'occupe de la maison, l'homme lit son journal et rit. La femme lui parle de son désir d'acquérir une radio. C'est le symbole de l'unification du couple. C'est pour elle le vain espoir de retenir l'homme. C'est aussi un symbole d'ouverture sur le monde. L'homme rejette cette idée, se muant de nouveau en agresseur, en trompeur. Alors qu'il a jeté les boîtes de perles, en déclarant qu'il y a plus important que la radio, la femme lui explique le fonctionnement du village et lui donne la raison de son emprisonnement. Il recueille avec calme les propos de la femme, commence à accepter sa condition. Celle-ci se traduit par l'offrande de la boîte et la crémation de sa collection d'insectes. L'homme trouve sa récompense dans l'aide prodiguée aux semblables. Il ne voit plus la femme comme une ennemie, mais comme un être qui partage son sort. Cette scène est la représentation d'une lutte mentale, d'où son traitement onirique. Les villageois poussent l'homme à violer la femme. Grimé, figure cauchemardesque, il représente les pulsions. Il propose une voie facile et tentante pour atteindre la liberté, une liberté factice et trompeuse. La femme essaie de ramener l'homme à la raison. Il doit refuser d'obéir à ses pulsions si elles nuisent à autrui. Il doit les contrôler. Assouvir ses pulsions, c'est s'assurer un plaisir immédiat, plaisir sexuel ou dans le cas présent, droit de sortie. Mais pour devenir un être humain, social, il faut y mettre un frein. Ce frein, c'est le coup de pied dans l'entrejambe que la femme lui assène, soit l'image claire d'une sexualité maîtrisée. La femme se retrouve seule, dans l'ombre. Une ombre qui préfigure le mal à venir, avec l'image d'une femme perdue en l'absence de son homme, effrayée par la solitude. Cette séquence est une punition, vécue à travers la souffrance de la femme.
Une punition qui suit la séquence du viol où il lui proposait de mimer une relation sexuelle. À ce mauvais coït va répondre une mauvaise grossesse. Mais l'homme a changé. Et lorsqu'il monte maintenant sur le toit, c'est pour la femme, et non pour lui. Lorsque l'homme s'approche de la femme, les enjeux se sont déplacés. L'homme s'intéresse véritablement à elle, et non plus seulement à son corps. On l'accompagne dans sa détresse, partageant ainsi les sentiments du héros. Celui-ci est attentionné. Il réclame brutalement un médecin. Il couvre la femme avec délicatesse. Il la masse. Un fondu enchaîné nous rapproche du couple, tout en douceur. La caméra balaie les deux protagonistes, les unissant dans un même mouvement. À l'extérieur, la tempête de sable se calme, répondant aux imprécations de l'homme qui essaie de calmer les angoisses de la femme. Lorsque l'homme reçoit la radio, il fait immédiatement partager à la femme ce nouvel objet. Une valse est jouée. Cette scène représente le mariage du héros et de la femme. Le maire est présent, les villageois assistent à la cérémonie. L'homme se rend compte qu'il forme un couple avec la femme. Il prend conscience que sa vie est partagée. À la fin de la séquence, il a un mouvement vers les villageois. Il ressent le désir de leur faire partager sa découverte des puits d'eau. Un véritable pardon est à l'œuvre. Un cadeau fait à ses agresseurs, grâce à qui, au final, il a donné un sens à son existence. L'homme, après avoir marché vers la mer en homme libre, est de retour dans la fosse. Il contemple son puits. Dans l'eau se reflète l'image d'un enfant le regardant. Il sourit. C'est une image pleine de bons présages. Cet enfant, c'est son fils. Le dernier plan est celui de ses yeux, de son esprit. Dernier plan qui conforte l'idée que tout le film est un voyage intérieur.